d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 29 mai 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Ce matin, nous allons nous intéresser au sport à travers un jeune athlète, lui, qui a brillé il a brillé dans une discipline qui n'est autre que le sport de glisse ou le surf. Donc là, il va venir nous parler de sa passion, mais surtout ses projets à l'avenir par rapport à ce sport. Nous nous intéresserons également ce matin au tourisme, à la destination Algérie, puisque récemment le Forum national des agences de voyage a été créé justement pour la promotion du tourisme algérien. Aussi, la contrefaçon, c'est un phénomène mondial, particulièrement en Algérie. Donc effectivement, c'est un phénomène, il faut le dire, ravageur, puisque les marchés, que ce soit des marchés algériens ou des marchés internationaux, sont inondés par ces produits contrefaits. Et justement, une rencontre va s'organiser ces jours-ci pour donc mettre en place les mécanismes pour lutter contre ce phénomène. Nous nous intéresserons également en compagnie ce matin de Samira Hadjamar à un poème. Alors pas n'importe des moindres, il s'agit de Hizia, oui Hizia, qui est donc l'héroïne du poème qui a été écrit au 19e siècle par le poète algérien Mohamed Ben Guitoun. C'est un poème donc qui a été immortalisé à partir du 20e siècle puisqu'il a été interprété par plusieurs chanteurs, notamment la chanson Bedoui et Khalifa Ahmed. Nous terminerons l'émission en compagnie de Massilias Farhani, lui, qui va nous emmener dans un voyage dans le temps puisqu'on va aller plusieurs millions d'années en arrière pour découvrir un petit peu l'évolution des espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Voilà pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va depuis hier? Ça va. Ça s'est bien passé l'enregistrement, Ranibia? Très très bien. Très très bien. Voilà, Très ce sera bien. pour quand la prochaine émission de C'est à nous de Monet Laret et toute l'équipe de C'est à nous? Alors, pas ce mardi, l'autre mardi. Ça s'est Oui, bien le passé. 8, je crois. Toujours le une 8. belle ambiance, comme d'habitude. Excellente. Excellent. Excellente équipe. Mina, hier, Oui. il a fait plutôt frais Il a toute fait la frais. journée, un temps couvert. Mhm. Mais ce matin, il y a eu quelques petits rayons de soleil. Oui. Alors, est-ce que ça va être... on va se réjouir d'avoir du soleil toute la journée ou on va encore attendre un petit peu? Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Avec un peu Réjouissons-nous. plus de détails? Oui, Allez, avec on y plaisir. va. Merci beaucoup, bonjour à tous. Excellent réveil. Effectivement, on notera pour aujourd'hui une amélioration, notamment à l'ouest et au centre, avec un ciel dégagé à peu nuageux en journée. Nuageux en revanche vers la partie est avec quelques pluies en journée, des orages sur les Aurès, des orages également vers l'extrême sud, le Tassili, le Sahara oriental, et puis un ciel toujours dégagé sur le Nord Sahara, le Sahara central ou encore les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables avec sur la moitié nord 26 degrés à Alger, Tizi Ouzou, 27 degrés à Constantine, 24 à Annaba, 25 Oran, 31 degrés Rilizane, 42 degrés Gardaya, 36 à Béchar, 40 à Tindouf et enfin 45 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme à l'ouest du pays, peu agité sur le centre et l'est, avec des vents entre 10 et 25 km/h à l'ouest du pays, entre 10 et 16 km/h sur le centre, et enfin entre 30 et 50 km/h vers la partie est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Eh bien, un ciel dégagé à Kinshasa, nuageux à Nairobi, dégagé également à Addis Abeba. Et puis, on notera quelques passages nuageux avec des pluies
parfois assez marqué à Abidjan, un ciel dégagé à Dakar, et puis côté Mercure, on notera 28 degrés à Addis Abeba, 23 degrés à Nairobi, 32 à Abidjan, et enfin 26 degrés seulement à Dakar. Encore une fois, excellente matinée, et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Ah bah, ça se danse bien, puisque c'est un Oui. week-end. Oui, oui. C'est un week-end. Faut sortir, faut profiter Voilà, faut du sortir, soleil, profiter, d'autant se plus que détendre. d'autant plus que les enfants, bientôt les compositions. Alors Exactement, autant les- exactement. C'est une petite Voilà. occasion là pour se, Voilà, pour se respirer détendre un petit peu, respirer Tout à avant de vivre le bon stress, on Oui. va dire, Voilà. des examens, Le des BEM et compositions. le bac, oui. Le brevet, le bac, oui, Tout à très fait. bientôt. Et puis les compositions trimestrielles habituelles des Exactement. enfants. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci. Alors on te retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Tout à fait, à Celui de midi. 19h. 19h. Et le week-end prochain. Avec Bonjour plaisir. d'Algérie. Merci beaucoup Mina, Merci, bonne journée et bonne semaine et à la Merci. semaine prochaine. Et on continue. Ce sera pause musicale que nous vous proposons cette fois-ci en compagnie de Manel Gharbi qui nous interprète La Voix du Salut. À tout de suite. La Voix du Salut, donc très belle chanson interprétée par Manel Gharbi. Place au sport à présent en compagnie de Monsieur Mohamed Djaoui. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Comme ça, merci pour l'essai d'enfant. Alors Mohamed Djaoui, vous êtes le président du club des sports de glisse. Voilà, le marhaba bik. CSG Alors, d'Albeda. très bien. Alors lorsqu'on dit président du club des sports de glisse, donc on va comprendre qu'il y a plusieurs sports qui sont Plusieurs pratiqués et disciplines, qui sont ouais. pris en charge par votre club, n'est-ce Ouais, pas? c'est ça. Donc, le club, c'est un club qui a vu le jour en 2009. Notre agrément, on l'a eu en 2010. On avait 4 disciplines. C'était les sports de montagne, du ski, l'escalade, la randonnée. Et après, nous avons développé en 2012 le club avec l'ouverture sur d'autres sections et d'autres disciplines sportives, telles que les sports de voile, le kitesurf. Après, on est parti sur les sports de glisse typiques. C'était le surf, le paddle, on a fait le kayak aussi et le bodyboard. Et après, dernièrement, d'autres disciplines telles que le VTT, la plongée sous-marine. Donc, on touche un petit peu à tous les sports qui sont de nature. Très bien. Donc, c'est au fait un autre message que vous faites passer, parce que non seulement on fait du sport, mais aussi on est sensibilisé à la question environnementale et à la question de la nature, n'est-ce pas? C'est sûr, on a des campagnes de sensibilisation et surtout, on fait partager notre passion et notre amour de la nature à nos adhérents, à leurs familles et de leur dire, découvrez votre pays, découvrez notre nature, nos montagnes, nos mers et tout, mais surtout préservez-les. La protection de ces sites, c'est primordial parce que si on ne les protège pas maintenant, il n'y aura pas d'avenir sur ces sports ou sur ces sites-là pour les générations futures. Effectivement. Alors, par rapport, donc encore une fois, à votre club, donc si c'est un club, donc automatiquement il y a des adhérents. Alors, Oui. quel est un petit peu l'engouement, on va dire, des gens, des citoyens par rapport à ces différents sports, différentes disciplines Ouais. que vous proposez? Actuellement, les dernières statistiques du club, nous avons dépassé les 500 adhérents. Il y a pratiquement dans les plus de 350 adultes et dans les pratiquement 180 personnes, voire c'est des enfants, filles, garçons. Donc la plupart, c'est des familles, nous avons beaucoup de familles. Le père, la mère, les enfants qui viennent. Donc les enfants, nous avons des écoles, une école d'escalade, une école de surf, une école de paddle et une école de VTT, une école de ski aussi. Donc c'est des gens c'est des enfants qui ont leur moniteur, qui ont leur staff. Et leurs parents sont aussi des adhérents qui font d'autres disciplines, telles que de la randonnée, des sorties en balade, on fait aussi le Grand Sud, des treks, des mihari,
Donc nous avons plusieurs disciplines, plusieurs activités Donc proposées. vous êtes en conciliation parfaite avec la nature finalement. Bah, on n'aime pas tout ce qui est fermé. Très bien. Et justement, notre collègue Riles Ould Hamouda s'est déplacé Oui. à votre niveau pour voir un petit peu Il a comment, rencontré comment le club, nos athlètes. Ouais. effectivement, comment le club est organisé. Donc ça va être un reportage de Riles Ould Hamouda que nous vous proposons pour faire plus ample connaissance donc, avec les activités du club des sports de glisse et on se retrouve juste après. Opérés par des clubs et des de la planche à voile. J'étais champion d'Algérie, champion d'Arabe de la planche à voile. ومن بعد صوتيت لو بادل هذا مع صحابي في الجزائر درنا كومبيتيسيون صغيره كيعجبني لونسيت افون في لو ستاند اب بادل والحمد لله ربي وفقني وليت ندير لي تيتر ولحقت وين ديت لي تيتر ناسيونال انترناسيونال en France. J'étais champion de France plusieurs fois champion international الحمد لله ربي وفقني ومن بعد بلو طار بالعقل وليت شامبيون في شامبيون دي موند. Les meilleures compétitions, les يعجبوني un lac d'Annecy, c'est Glagla Race, 700 personnes, j'ai classé premier. Ou lac Bulle Tannic, j'ai classé premier Tannic. du stand-up paddle sont livrés à eux-mêmes. Avec ses amis passionnés, Nabil Mesquida reste déterminé et œuvre afin de ne pas laisser ce potentiel partir à la dérive. حنايا باغ اكزومبل نوتي كاعين طايح حنا اورغانيزينا بيناتنا وتفاهمنا درنا كلوب نوتي كاعين طايح ستاند اب بادل دونك كيما باغ اكزومبل كاين دبليو باغ اكزومبل كاين في تيبازا باغ اكزومبل كاين في شرشال كاين في وهران كاين في عنابه دوكا كاين في سكيكدا كاين في مستغانم كاين بزاف لي كلوب دو ستاند اب بادل دوكا وكاين اللي معمره ناس او يديروا هذا الشيء حبيت نعرف علاش خلاوها هكذا ماذا بينا لو سبور لو ستاند اب بادل il est reconnu de la fédération de canoë kayak كيما partout au monde والمغرب العربي كاع باسكو لي حبينا كيما يقولوا لو سبور هذا نورغانيزيو لي كومبيتيسيون هنا في الجزائر وميم طون نروحوا لي كومبيتيسيون انترناسيونال مع لي كولور دو الجيري ونشرفوا الرايه الجزائري. Le stand-up paddle n'en finit pas de fournir des champions comme Nabil, d'où l'intérêt de fédérer cette discipline et permettre aux athlètes de mieux se concentrer sur leurs objectifs, comme celui Et voilà, c'était donc Nabil, lui, qui se spécialise dans le stand-up paddle. Et c'est Riles Ould Hamouda qui l'a rencontré pour nous. Alors, Mohamed Djawi, je reviens à vous. On a vu à travers les images, pourtant il fait froid en ce moment, hein, mais apparemment les conditions météorologiques ne sont pas du tout des barrières pour vous. Ben, c'est pas des barrières parce que nous avons l'habitude à ces conditions climatiques. Et on pratique notre discipline tout au long de l'année. Donc, ça ne veut pas dire que s'il fait froid, c'est vraiment on a froid, on a la possibilité d'avoir un équipement, c'est une combinaison. Des combinaisons Donc spécifiques, ça nous suffit largement. Donc vous vous adaptez à toutes les conditions. Ouais. Et... C'est ça, ouais, plus normalement du monde. Donc par rapport au paddle, il y a aussi le surf. C'est des athlètes, c'est vrai que nous avons d'autres athlètes, que ce soit dans le surf, le paddle, qui pratiquent par amour cette discipline, qui veulent bien voir que cette discipline soit reconnue au niveau national. Parce que là, actuellement, en avril dernier, notre club, le CSG, a eu une reconnaissance internationale par l'ISA, l'International Surfing Association.
C'est on va dire, c'est la Fédération internationale de surf et qui gère à travers le monde le surf et le paddle. Donc, elle vient de nous remettre son accréditation de reconnaissance par rapport au développement en Algérie. Donc, nous avons fait plusieurs compétitions, plusieurs événements, plusieurs regroupements, et ça depuis 2014. Alors on a vu à travers justement le Nabil que Rila Soult Hamouda a rencontré, lui qui voudrait bien avoir encore une fois cette spécialité, être plus reconnu à travers une création d'une fédération, pourquoi pas. Il faut dire, Mohamed Djawi, que Nabil en ce moment n'est pas dans votre groupe, mais il va plutôt dans votre club, mais il va bientôt vous rejoindre. Inch'Allah, on est en train de... il nous a contacté dernièrement vu que nous avons eu notre accréditation internationale. Donc Nabil sera bientôt parmi nous, marhaba bih à tout moment, à tous les athlètes, tous les amoureux de ces disciplines, parce que on ne fait pas uniquement le haut niveau, mais aussi on fait de la promotion, de l'initiation, du développement. Donc nous avons des écoles, nous avons des jeunes, des familles. Donc marhaba bikum, si vous voulez essayer tout d'abord, parce que il faut essayer ça. Après, il faut aimer et développer. Très bien. Alors, vous avez parlé donc du haut niveau. Alors, lorsqu'on parle de haut niveau, est-ce que à travers cela, on va comprendre que vous participez quand même à des concours, à des compétitions, compétitions nationales, internationales aussi. Nous avons des athlètes même à l'étranger. Nous avons 2 athlètes de surf qui sont à Bali. Donc, ils sont résidents depuis pratiquement 2 ans et demi qui sont à Bali. Khaled Zirour et Hamza Sadiou. Nous avons d'autres athlètes dans d'autres disciplines en France ou en Europe. Donc, mais par rapport au paddle et au surf, nous avons actuellement pratiquement avec Nabil, ce sera le 3e athlète international qui va rejoindre le club. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quand même, est-ce que l'activité est assez développée en Algérie? Est-ce qu'il y a assez de clubs? Est-ce qu'il y a assez d'adhérents, assez de passionnés pour pouvoir aspirer, pourquoi pas, aller vers une fédération? Pardon. Donc, on va dire qu'il y a des passionnés, il y a des amoureux, des pratiquants, mais ils ne sont pas encore structurés. En bataille depuis 2014, nous avons lancé la méga rencontre des sports de glisse et sports de voile qui regroupe 5 disciplines, le kitesurf, le windsurf, le surf, le bodyboard et le stand-up paddle. Donc c'est une compétition, pratiquement nous avons fait 4 éditions. On prépare la 5e édition pour cette année, Inch'Allah. Et pour dire, voilà, on peut organiser, on a déjà organisé des compétitions au niveau national. Et pourquoi pas aller vers l'international. D'où nos démarches, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans avec l'ISA. Et en avril dernier, nous avons eu notre accréditation internationale. Et prochainement, Inch'Allah, la 5e méga rencontre sera classée au niveau mondial parce qu'elle sera classée parmi l'ISA. Très bien, donc on vous souhaite beaucoup de succès pour ça. Merci on beaucoup. Espère d'ici là que la fédération sera constituée, sera créée, donc pour structurer et organiser encore mieux vos actions. Oui, voilà, alors Mohamed Djawi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Eh bien, marhaba bikoum. L'Algérie est grande, profitez de notre pays avant tout. Eh bien voilà, alors profitez de notre pays. Je vais prendre votre dernier mot pour annoncer le prochain plateau, puisqu'on va parler de Destination Algérie pour le prochain plateau, donc pour la promotion du tourisme. Encore une fois, Mohamed Djawi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, vous êtes le président du club des sports de glisse, donc on peut vous contacter à travers vos Bien sûr, vos sur réseaux sociaux. nos sites, nos réseaux sociaux, c'est Club des sports de glisse, c'est toujours Club des sports de glisse. Le site Stana, c'est www.clubcsg.com. Et marhaba bikoum à tout moment. Voilà, merci beaucoup et on vous souhaite encore une fois très belle continuation. Et on continue et ça va être une visite guidée que nous vous proposons en compagnie de notre collègue Souad Rekhlour du côté du sud algérien, Gherdaya plus exactement, pour découvrir ou redécouvrir le village écologique de Tafilelt et on se retrouve juste après.
Édifié sur un site rocheux, Tafilelt a su par sa splendeur et la nature fertile de Beni Yisken séduire des visiteurs au point de se positionner comme destination phare pour le tourisme écologique. Ville éco-citoyenne par excellence, l'Oqsor est une expérience humaine particulière pour atténuer les effets du changement climatique des oasis. L'idée de Tafilelt, du parc, un parc zoologique utile, fait des animaux de Sahara, l'enfant il va savoir ce que c'est la gazelle, ce que c'est la peluche, le dromadaire, ainsi de suite. Et il y a un côté utilité, donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des moutons. Alors, درنا la charte هذه morale, الناس اللي قبلوا ils signent فيها ses droits et ses obligations. Parmi ses obligations, il faut qu'il fasse le tri des ordures faites d'aro. Donc, quand il lui reste un peu de pain, voilà où est-ce qu'il le met. Du couscous, voilà où est-ce qu'il le met. Des épluchures, ainsi de suite. Alors, en contrepartie, ces droits, ces enfants, ils ont le droit de venir bénévolement là, comme quoi un milieu urbain, à la nature. Deuxièmement, chaque un mois et demi, on leur donne une plaque d'œufs, de 30 œufs, on leur donne 3 ou 4 kilos de viande. Ce qui fait, c'est du gagnant-gagnant. À Tafilelt, les rues sont étroites pour conserver la fraîcheur, enlacées pour couper la force des tempêtes de sable. L'espace est organisé pour permettre la vie en communauté, tout en préservant l'intimité familiale. Les maisons se distinguent par leur simplicité et leur fonctionnalité. C'est l'architecture ancestrale qu'on a essayé de prendre tous les côtés positifs d'Aha et on les a adaptés, bien sûr, au style moderne. À l'intérieur, il faudrait que la famille du XXIe siècle s'y retrouve très bien. Alors, l'architecture, on a utilisé premièrement les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ce sont de très bons isolants phoniques et thermiques. Elle est à l'échelle humaine. Vous remarquez que même la hauteur des maisons, il y a une moyenne de 2,62 m à 65-66 cm. Ce qui fait, même pour chauffer, ou là pour aérer, ou là pour climatiser, il y a une économie d'énergie. Qsar Tafilelt, une expérience inspirante à suivre afin d'harmoniser entre l'architecture, le développement durable, la préservation de l'environnement et le cadre de vie. Et à travers cette visite guidée au Qsar Tafilelt, donc qui se trouve dans ce village écologique de Gherdaya, nous allons rester donc avec cette destination Algérie en compagnie de Monsieur Kamel Chaïb. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Marhaba. Alors vous êtes le secrétaire général et le porte-parole du Forum national des agences de voyage et vous-même vous êtes un PDG d'un groupe. D'un groupe, voilà. Alors donc on le sait, l'Algérie c'est un pays continent. Donc nous avons pratiquement tous les paysages, toutes les natures, une diversité carrément imprenable sur les différents paysages qu'on peut visiter et qu'on peut découvrir. Alors ce forum, donc finalement, quels sont j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un besoin donc de créer ce forum? Bien, comme vous dites, l'Algérie c'est un pays continent. Nous avons des atouts, il y a rares pays au monde qui ont nos atouts, mais disons que on n'est pas encore à la hauteur des potentialités de notre pays. Il faut travailler beaucoup pour faire du tourisme en Algérie, de faire de l'Algérie une destination privilégiée mondiale. Maintenant, justement, c'est cette situation que nous avons en Algérie par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup moins de potentialité que nous, que ce soit nos voisins directs, le Maroc et la Tunisie ou d'autres pays qui n'ont même pas le 10e de ce qu'on a comme potentialité en diversité de paysages et en culture, mais qui sont quand même une destination beaucoup plus importante que nous.
Donc, nous avons pensé à créer justement ce forum pour parer un peu à l'insuffisance. Bien sûr qu'il y a des collègues, il y a d'autres associations, mais nous avons peut-être une démarche différente parce que de toute façon, les objectifs sont un peu les mêmes. On ne peut pas dire que nous sommes meilleurs, mais notre démarche est un peu différente. Nous souhaitons, nous œuvrons aussi pour que la destination Algérie soit à la hauteur de nos potentialités, à la hauteur de ce pays continent, de cette diversité. Et on a eu notre agrément au mois de décembre 2020. Donc nous avons une représentation sur la quasi-majorité des wilayas. Donc notre siège est à Gardaya, qui est présidé par M. Garbi, Cheikh. Et donc, je pense que nous sommes dans la bonne voie. Très bien. Alors là, vous me tendez la perche par rapport aux potentialités, M. Chahib, parce que lorsqu'on parle de potentialités, cela ne veut pas forcément dire que toutes ces potentialités sont mises en valeur. Alors justement, à travers ce forum, quelles sont un petit peu vos stratégies ou quels sont les mécanismes que vous comptez donc mettre en place pour donc profiter et faire la promotion et surtout donc profiter de toutes ces potentialités touristiques que recèle le pays? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un travail, une stratégie à élaborer avec l'ensemble des partenaires. Ce n'est pas uniquement nous, nous avons la tutelle, nous avons les différents secteurs, nous avons une stratégie de contact, de communication avec les différents secteurs, que ce soit la culture, que ce soit les affaires étrangères. Les secteurs sont nombreux qui influent sur le tourisme. Et c'est une chaîne finalement. La communication, c'est une chaîne parce que s'il y a un maillon qui ne marche pas, toute la ça influe sur tout le fonctionnement. Parce que nous avons dans le forum des gens qui ont l'expérience sur le réceptif, d'autres sur le tourisme national, et c'est des agences de grande valeur, de compétences et d'expérience. Et vous-même, ça vous fait déjà 35 ans que vous êtes dans le secteur, mine de rien? Voilà, bon, avec toute modestie, on essaye de faire de notre mieux. Mais effectivement, je dirais, nous avons de nouvelles destinations, quand vous prenez l'Atlas saharien, les wilayas de Djelfa, de Larwat, de N'Ama, ça recèle des potentialités immenses. Même disons, on a un parc de l'Atlas qui a été créé pour essayer de promouvoir ces régions-là. Mais peut-être que les stratégies, les moyens ne sont pas à la hauteur de ce qu'on veut. Parce que vous prenez ces régions-là, il y a des gravures, il y a des qsours, ils ne sont pas connus. Même, on n'a pas fait de recherche, même il n'y a pas eu un recensement, de recenser ces potentialités, parce qu'il faut quand même des moyens, il faut des guides. Et le malheureux, c'est que les anciens guides deviennent déjà, disons, vieux. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on va perdre ou qui vont être découvertes beaucoup plus tard. Donc, nous, dans le forum, nous voulons parer à cette insuffisance ou à ce manque, d'essayer de travailler avec tous les partenaires, que ce soit le ministère de la Culture, les parcs nationaux, les services de communication, parce que nous avons déjà travaillé même avec Canal Algérie sur certaines destinations pour des documentaires. Nous avons présenté notre modeste assistance et donc ça s'est très bien passé. Et même nous avons aussi invité des chaînes de télévision étrangères comme Voyage TV, NHK, TBS qui ont fait des reportages. Et c'est à travers ça que nous pouvons mettre en valeur, parce que l'Algérie, nous sommes trop faibles en matière de communication. Donc finalement, le plus gros investissement qu'on doit faire, c'est vraiment dans la communication. Voilà, la communication et la mise à niveau
des agences, parce que ici aussi il y a une lacune, qu'il y a certaines agences qui ne sont pas bien formées, il y a des problèmes de formation, il y a quelques problèmes d'organisation qui sont pas, disons, qui n'arrangent pas les choses, quoi. Et donc il y a un travail de fond qui doit se faire, et nous au forum nous sommes en train de voir dans ce sens, de travailler dans ce sens. Donc, à travers le forum, vous comptez quand même aller dans la formation, aller dans la mise à niveau des différentes agences, des différents acteurs donc, du tourisme? Voilà, c'est exactement ça, même dans la création, parce que les lois, actuellement, à mon avis, il y a une lacune, parce que les agences de voyage, les conditions d'ouvrir une agence de voyage sont très banales. Parce que c'est quand même une profession. Le tourisme, c'est le bras de la diplomatie, c'est le bras de la culture, c'est le bras de l'environnement, c'est le bras de la défense. Un agent de voyage, il représente l'Algérie dans tous les secteurs. Parce que quand on est ici à l'intérieur ou qu'on est à l'étranger, nous sommes l'image de notre pays. Nous devons connaître notre culture, notre histoire, défendre notre pays, être diplomate, montrer la meilleure image de notre pays. Donc malheureusement ici, on voit que la majorité, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues, il faut un peu de tout pour faire un monde, mais je plaide toujours que les agents de voyage ne s'orientent pas uniquement sur le Hajj ou l'Umra. Il n'y a pas que ça à faire. Une agence de voyage doit avoir un éventail plus large de vision, parce que on sait bien, le Hajj ou l'Umra, on est des musulmans et on ne peut pas critiquer ça, au contraire. Mais on peut garder le Hajj ou l'Umra et à côté, donc voilà, avoir l'équilibre. Parce qu'actuellement, en Algérie, il y a toutes nos capacités financières en dinars et en devises, ils vont vers l'étranger. On n'a pas un retour. C'est-à-dire que le tourisme ne contribue pas à alimenter les caisses nationales en matière de monnaie forte, en matière de devises. Et donc, il faut un peu inverser les choses. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Moi, je dis, si on fait sortir, disons, 100 000 euros, on doit contribuer quand même à faire rentrer 80 000 ou 70 000. Il me semble que c'est... Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. C'est-à-dire que le minimum, c'est-à-dire... Voilà, au moins pour équilibrer. Alors justement, là, vous avez évoqué un point très important, M. Cheib, c'est un peu l'équilibre entre les différentes destinations. Mais l'équilibre, plutôt le déséquilibre, on le ressent déjà entre le tourisme local et le tourisme donc étranger, international. Mais même dans le tourisme local, il faut dire qu'il y a un certain déséquilibre, parce qu'on sent qu'il y a certaines destinations en Algérie qui sont... plus, donc là où la promotion se fait plus que d'autres destinations. Donc en Algérie, on connaît beaucoup Tamnaraset, on connaît beaucoup Djanet, on connaît beaucoup Adrar, il faut le dire. On connaît beaucoup Alger, Oran, Annaba, mais il y a d'autres destinations qui sont tout aussi intéressantes, mais qui n'ont pas finalement leur taux d'intérêt, on va dire. Justement, dans le tourisme national, on a une lacune, c'est-à-dire un manque très grand, j'allais dire, parce que dans les années passées, on ne s'est jamais intéressé un peu à développer le tourisme national. Maintenant, c'est l'une des... Le corona, le Covid nous a ouvert les yeux sur une problématique, donc il nous a mis devant un fait que nous devons parer. Mais c'est pas si facile, parce que pendant toutes les dizaines d'années passées, ils sont très rares qui ont investi pour la promotion du tourisme national. Mais actuellement, il est temps. Seulement que ce que j'ai dit à certaines, lors de certaines rencontres avec la tutelle, c'est que le tourisme, ou le ministère du tourisme, ou les agents de tourisme ne peuvent pas à eux seuls
développer le tourisme national. Il faut que tous les secteurs s'impliquent, parce qu'il y a les comités d'entreprise, il y a les œuvres sociales, des grandes sociétés, des grands ministères. Ils doivent s'impliquer. Dans ce sens, j'avais préconisé l'organisation d'un édictour pour ces grandes sociétés, les grands ministères, pour voir qu'ils doivent participer à réduire un peu le temps pour le développement. Maintenant, en Algérie, comme vous dites, il y a des régions qui sont très peu connues. La plupart, c'est Timimoun, Adrar, Marasset. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a tout l'Atlas saharien, c'est plus l'équivalent du territoire français qui n'est pas connu ou à peine 10% des potentialités. Voilà. Donc il faut focaliser, voilà, il faut focaliser sur certaines destinations pour les mettre en valeur. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Chaïb. Merci beaucoup encore une fois pour ce que vous faites pour la promotion du tourisme algérien. Je fais un appel, si vous permettez, à tous nos collègues des agences tous de les voyage acteurs du tourisme. À venir, à contacter le FNAV, le forum. Ils sont les bienvenus pour faire une association forte qui défend le secteur, qui défend le tourisme en Algérie, aussi bien ici en Algérie qu'à l'étranger. Très bien, merci beaucoup encore une fois M. Kamel Chaïb à vous. Alors je rappelle, vous êtes le secrétaire général et le porte-parole du Forum national des agences de voyage. Merci encore une fois à vous. Et on continue, et cette fois-ci, c'est Lamia Boudbouda qui nous propose une visite guidée d'une exposition permanente. C'est une très belle exposition de la calligraphie à travers la monnaie au musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie qui se trouve au niveau de la Casbah d'Alger. On se retrouve juste après. La monnaie est le symbole de la souveraineté des nations. Elle est aussi le reflet de l'histoire et de la gloire des peuples. Les monnaies de l'ère islamique portent souvent le charme de la calligraphie arabe. Le Musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie nous propose un véritable voyage de la calligraphie à travers les monnaies. Notre exposition a pour but de montrer bien sûr pas les monnaies, mais l'écriture qui est à travers. C'est le voyage de l'écriture à travers les monnaies. Et quand on regarde le titre de l'expo, ça nous fait rêver. Pourquoi ça nous fait rêver? Parce que cette écriture, ça veut dire qu'elle va traverser tout un continent. Ça veut dire qu'elle va passer de la Tunisie au Maroc. C'est ce qui représente. Vous savez que la monnaie, elle ne disparaît pas. Elle reste. Ça veut dire que cette écriture ne va pas disparaître. Il existe de nombreux styles calligraphiques qui se sont développés au fil des années, comme El Koufi, El Nesr, El Thuluth. Des illustrations de différentes monnaies des époques omeyyades, abbassides, fatimides et ottomanes nous renseignent sur les différents styles d'écriture. كما نعرفوا من خلال المسكوكات نعرفوا السلطان ونعرفوا الدولة إذا كانت غنية أو فقيرة، يعني إذا كانت نشوفوا لي ديكور ويعني الزخارف ويعني على كل التفاصيل موجودة على المسكوكات أنها تعطي ميزة خاصة للدولة يعني. والنوع الخط ونوع المسكوكة يعني تكون مربعة، مثلا المسكوكات الموحدة تكون مربعة تكون هي لافتة للانتباه يعني في قمة في الجمال. وراح تنتبهي في المعرض يعني تطور الخط، يعني راح تشوفي باللي الخط بدا واضح، بدا يكون تنقيط في بعض فترات بين الخط يكون في يعني بدون نقاط، يعني بدون تنقيط، وفي خط منقط يعني نهايات الالف نقطة لتحت ونقطة لفوق. L'exposition a été organisée en collaboration avec le Musée des Antiquités et des Arts Islamiques. L'idée de préparer une exposition sur l'écriture à travers les pièces de monnaie revient au musée de la miniature. Et comme vous le savez, ce musée ne possède pas de support archéologique. Donc le musée des Antiquités avait cet honneur de collaborer avec ce musée. Comme la monnaie est très importante en archéologie, surtout c'est un élément de datation, là la pièce de monnaie nous offre d'autres informations, d'autres intérêts qui est l'écriture.
L'exposition a vu l'honorable présence du calligraphe algérien Mohamed Cherifi, qui, outre une carrière jalonnée de médailles et de récompenses, est à l'origine de l'écriture inscrite sur la pièce de monnaie de 10 dinars créée en 1979, écrite dans le style du Thuluth el-Jali. الخط العربي هو فن ما شاء الله يعني طوروه جدادنا الخطاطين وخصوصا الإسلام هو اللي طوره لأنه يحتاج إلى خط في المصاحف وفي السنة وفي القرآن إلى آخره لذلك تطور وتحسن. La monnaie est un livre ouvert sur les anciennes civilisations. Elle peut nous apprendre tant de choses sur la vie sociale, économique, politique et même artistique des peuples. Voilà, de retour sur le plateau et c'était donc un voyage que nous a proposé l'ami Aboud Bouda, un voyage de la calligraphie à travers la monnaie au musée de l'enluminure et de la miniature et de la calligraphie qui se trouve, comme je vous ai dit, au niveau de la Casbah. On va rester dans ce voyage dans le temps pour aller du côté du 19e siècle pour découvrir ou redécouvrir un chef-d'œuvre poétique qui a été donc écrit au 19e siècle, qui a pris de l'ampleur à partir du 20e siècle. Je vous en dirai pas plus, puisque Samira Hadjamar est parmi nous pour nous en parler plus. Samira, bonjour. Bonjour, Nour. Comment vas-tu, Samira? Très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, Samira, ça va être une rubrique chargée d'émotions. D'émotions, de sentiments, d'amour, d'histoire, de légendes, de tragédies grecques, romaines, tout ce que tu veux, tous les ingrédients sont réunis. Et dans ce chef-d'œuvre. Exactement. Et ce chef-d'œuvre a eu lieu ou s'est déroulé dans le sud-est algérien, dans la wilaya de Beskra, dans le village de Sidi Khaled, le saint patron Sidi Khaled. Voilà. Donc il s'agit bien sûr de Hizia, que tu connais, et de Zaïd. Donc deux personnages qui ont marqué, exactement, deux personnages alors, qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Et ça a été même transporté à l'international, puisque par exemple, Rifi Ahmed a chanté Hizia et Zaïd à partir du poème de Mohamed Ben Guitoun. Voilà. Il l'a chanté à Paris, à l'Olympia. Rien que ça. Oui, enfin, rien que ça. Il l'a chanté d'abord en Algérie, ensuite à l'étranger. Ça a été chanté par Driessa, ça a été chanté par Elbar Ammar, ça a été chanté par Reda Doumaz. Abebsa. Par Abdelhamid Abebsa, ça a été chanté. Moi, ce que je préfère, c'est Khalifa Ahmed et enfin tout, c'est pas vrai. Mais ma préférence va vers Khalifa Ahmed et Abdelhamid Abebsa et Reda Doumaz aussi. Ouais, au fait, Khalifa Ahmed, c'est normal parce qu'il chante beaucoup plus le bédoui et ça nous plonge carrément finalement dans cette histoire. Dans cette histoire. Et cette histoire est un poème populaire. Et ce poème populaire est très très particulier parce qu'il est très long. Et il a suscité de l'intérêt partout en fait. Il a été traduit plusieurs fois. Il a été traduit par Sénèque. Il a été traduit par Hadjiet la première fois. Il a été transcrit par Hadjiet dans une revue qui s'appelle Amel, un magazine qui s'appelle Amel. Il a été traduit par un Palestinien, Azdin Menasra. Voilà. Et tout ça raconte en fait le principal, on va dire, de ce poème, c'est que c'est une complainte, c'est une complainte extrêmement triste. C'est une tragédie, un drame en fait, qui a eu lieu au 19e siècle, comme tu l'as dit. Et il a été il a été composé par Ben Guitoun en 1878. C'est-à-dire, à peu près, on dit, parce qu'on n'a pas de certitude, que c'était 3 jours après la mort de Hizia. Exactement. On n'a pas beaucoup de certitude par rapport à la vie des deux, c'est-à-dire Saïd et de Hizia. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont vécu dans cette partie de l'Algérie, puisque leur tombe existe. Ils sont dans la tombe tous les 3, en fait, tous les 4, pardon. Hizia est enterrée en face de Sidi Khaled, elle est à côté de Saïd, et elle est aussi pas très loin de Ben Guitoun. C'est une histoire incroyable, en fait, et très mystérieuse. Ce que nous raconte ce poème, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sentiments, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de tragédie, de tristesse, de drame, mais aussi il nous raconte la vie, le contexte, c'est-à-dire la vie des nomades et de la transhumance.
Voilà, tu voudrais peut-être qu'on passe un petit C'est extrait? ce que j'étais en train de me dire. Voilà, j'étais en train de me dire au fond de moi-même que oui, effectivement, donc c'est un poème qui a été chanté, c'est un poème qui a été traduit, c'est un poème qui a été transcrit, écrit, mais aussi un poème qu'on a traduit à travers l'audiovisuel pour mettre en valeur et pour faire vivre encore plus ces émotions à travers un film, effectivement. Un film réalisé vers la fin des années 70, je pense entre 77 et 78. En tout cas, sa première diffusion a eu lieu en 77. C'est Mohamed Hazolni. C'est une production de la télévision algérienne. À l'époque, c'était la RTA. La RTA. Voilà, c'est un film qui dure quand même 1h55 minutes. Et c'est un film qui est touchant parce qu'on retrouve tout l'intérêt, toute l'importance de la transmission de l'oral, de la transmission du patrimoine algérien et comment les gens vivaient à cette époque. Alors on va voir aussi à travers cet extrait qu'on va vous proposer dans un petit moment que c'est très intelligemment, on va dire, réalisé, parce qu'il n'y a qu'à travers les regards finalement qu'on va entendre des voix, on ne va pas voir les personnages parler, mais on va juste les entendre à travers des regards qui sont échangés. Donc nous vous proposons de voir cet extrait donc de Hizia et on se retrouve juste après. عيسية كنت عطشان يا سيد توحشتك يا قرة العين وقلبي من حبك هليل يا غزالة الصحراء سلبتيني بالنظرة عيونك سحارة وشفارك للقلب نحارة أشوفك نكون فرحان وعيني عينك بحنان خايف راني خايف يا عزيزة لا براهم يديك عليا براهم بيعجبني بحب يزوجني نتخلص منه يا سيد نتخلص منه. Voilà, de retour. Alors, excusez-moi du fou rire sur lequel on revient, parce qu'au fait, c'est un extrait qui a tellement nous a marqué et marqué la régie que même le réalisateur a donné même le temps. Attention, on va revenir, attention. Donc, on va rester finalement. Alors, c'est vrai que c'est un extrait très émouvant en plus. Hein, donc, ça mérite même le choix qui a été fait de l'extrait, parce qu'il faut dire que c'est quand même un film de plus d'1h50. Et donc, l'extrait a été donc choisi minutieusement, on va dire, pour mettre en valeur justement toute cette émotion, toutes ces émotions qui se dégagent de ce poème. Exactement, mais surtout... Puis le jeu d'acteur, il est tout juste excellent. Peut-être que je vais rappeler que Amel Serrour, c'est Hizia, elle porte le rôle de Hizia, et que Farouk Toualbia, comme celui de Saïd, pardon. Donc pourquoi j'ai choisi cet extrait? Je l'ai choisi parce que c'est le début de tout. Elle s'apprête à se marier avec un homme qui s'appelle Brahim. Et en fait, Brahim, c'est Hassan Ben Zarari à l'époque. Ah, il était très jeune, très beau, très grand. Oh, il est toujours. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Sûrement, certainement. Donc, ce qui se passe, c'est que Saïd est le cousin de Hizia. Il est surtout un orphelin qui a été recueilli par son père. Le père de Hizia s'appelle Ahmed Ben Bey et c'est un riche éleveur de la région, c'est un noble. Et donc, c'est pas lui qu'il choisit, c'est pas Saïd qu'il choisit comme époux pour sa fille. Il choisit Brahim et il va se marier avec lui. Et dans cet extrait, elle lui explique qu'elle va tout faire pour que son mariage soit rompu. Et c'est ce qui va se passer. Peut-être qu'on devrait regarder maintenant effectivement le reportage pour avoir plus ample de détails sur l'histoire de Hizia et surtout l'histoire tragique de Hizia. Absolument. N'est-ce pas, Samira? Donc c'est un reportage sur Hizia que Samira Hadjamal nous a fait. On se retrouve juste après. على الذواودة ويحكيوا على بني هلال، يحكيوا على الدار سي أحمد، ويحكيوا على صبية ظريفة جميلة وحياتها حزينة، لونها لون التمرة وشعرها طويل مفحم، لون شعرها كي لون سعدها كحل مظلم.
Dans le patrimoine, puiser dans nos histoires, dans ce que nos aïeux nous ont laissé, nous ont légué. Et ça, c'est très important, parce que ça fait partie de l'éducation aussi. Une histoire d'amour racontée à des adolescents. Je suis Hizia, de la famille des Bouakez, de la puissante tribu des Douaouda, descendante des Benu Hillel, et mon cœur s'est brisé en 1000 poussières d'étoiles. Lorsque mon père, Ahmed Ben El-Bey, a refusé d'accorder ma main à Saïd, mon beau cousin. Pour dire que c'est un amour impossible, non. Parce qu'en fait, c'est vrai que sa main lui a été refusée par le papa, mais après un tragique mariage de Hizia, après avoir été répudié par son premier mari, il a fini par l'épouser. Mais le drame, c'est qu'elle n'a vécu avec son amoureux, avec son Saïd, qu'un mois lunaire, c'est-à-dire 28 jours. Et ça, c'est très court. Pour vivre une véritable histoire d'amour, une vie très courte, telle une vie d'un papillon peut-être, c'est 28 jours, un mois lunaire, c'est très court, mais ce sont sur la tombe de Hizia longtemps, après avoir bien compris qu'elle ne va plus revenir, qu'elle ne va plus être ici. Certains disent qu'il est parti chercher ce grand poète qui n'est autre que Benguetoun. Et il y a l'autre version qui dit que peut-être que Saïd était lui-même Benguetoun, ou que peut-être Benguetoun racontait sa propre histoire, son propre malheur, sa propre histoire d'amour, et qu'il ne voulait pas donc la divulguer à tout le monde. Peut-être que c'est l'une, ou peut-être que c'est l'autre, mais en tout cas, c'est un homme qui a aimé, et sa bien-aimée a disparu. Ah, l'histoire est là. Elle dit « Mon histoire est une histoire plus violente que l'amour, et un voile recouvre aujourd'hui encore ma mort. » C'est en fait une histoire qui a été plus tard nourrie par l'imaginaire collectif. Chacun essaye d'ajouter une touche, essaye d'ajouter un détail. Chacun a entendu parler de l'histoire d'une telle manière, dont chacun la raconte à sa manière. Il y a tellement de détails dans cette histoire. Bon, le fil conducteur est là, c'est une histoire d'amour qui a fini très très mal, d'accord, on le sait. Mais comment est-elle morte? Ceci est toujours intriguant en fait. Alors, Samira, tu nous as carrément donné la chair de poule à travers ce reportage donc, qui est super chargé en émotions. Donc, c'est tous les gens qui sont, enfin, tous les techniciens qui sont en régie, même notre caméraman était en plein dedans. Alors, Samira, il est vrai que l'histoire de Hizia, donc à travers le poème de Benguetoun, et on va voir, hein, donc elle a dit Siham Knouch tout à l'heure dans le reportage, donc on salue d'ailleurs qui t'a accordé cette interview, notre collègue conteuse, voilà, effectivement. Et il y a beaucoup de mystères, encore une fois, qui ne sont pas encore élucidés à travers cette histoire. Mais il est vrai que l'histoire, elle est racontée à travers ce poème sur, on va dire, sur la bouche, sur la langue de Saïd. Mais là, toi, tu as carrément inversé les rôles dans ce reportage et tu es devenue toi-même poétesse, finalement. Pas encore. J'espère, j'adore ça. On te dit, tu nous as donné la chair de poule à travers le reportage, à travers les paroles que toi-même tu as choisies, que tu as écrites, mais c'est la vérité. Et donc, tu as carrément donné la parole à Hizia pour nous transmettre finalement, parce qu'on connaît, finalement la frustration de Saïd, mais pas celle de Hizia, et c'est ce que tu as essayé de transmettre à travers ce reportage. Exactement. Donc, j'ai imaginé que je me suis permise d'imaginer que Hizia pouvait dire ce genre de choses, qu'elle était assise près de sa tombe, qu'elle attendait le retour de Saïd, qu'elle voulait comprendre aussi
ce qui s'était passé. Elle est morte à 23 ans, c'est très jeune. Et on ne sait pas de quoi elle est morte, parce qu'il y a eu énormément de versions. Certains disent qu'elle, de retour de transhumance, elle était partie en transhumance avec sa famille. Donc ils sont allés, en général, ils se déplacent de Stéf à Ouled Djellel. Donc sur cette distance, et ils reviennent à Sidi Khaled. Donc il faisait tellement chaud, elle est tombée malade. Dans le film de Hazoli, on voit cette transhumance et on la voit enceinte et on la voit fatiguée avec de la fièvre. On la voit aussi dans le film avec Saïd en train de parler du bébé qu'elle porte. Et juste après, elle meurt. Donc, on ne sait pas en fait exactement. Et il y a une version de l'écrivain Wassim El Haraj qui, lui, a fait des recherches et il est convaincu, après de nombreuses recherches, il s'est déplacé à Sidi Khaled, il a lu tout ce qui a été fait et il dit qu'en fait, Saïd ne serait que Ben Kitoun, que c'est sa propre histoire qu'il raconte. Et Hizia, c'est son amour à lui qui n'a pas pu sauvegarder, enfin de garder près de lui. Alors, il faut dire que l'histoire de Hizia a inspiré aussi beaucoup de grandes plumes, notamment Meissa Bey. Tu as ramené le livre aujourd'hui pour nous présenter. Alors, celui que j'ai ramené, c'est celui de Lazhari Labtar, qui s'appelle Hizia, princesse d'amour. Tout à l'heure, on l'a vu, on l'a aperçu, d'amour des Ibans. C'est paru à El-Ebris, c'est un roman. Et, il est magnifique. Lazhari Labtar est un écrivain, mais il est surtout un poète, un excellent poète. Et il y a lu le livre de Meissa Bey, qui elle aussi est magnifique, c'est une poétesse. C'est le rendez-vous des poètes aujourd'hui. Par excellence. Oui, ben voilà. Donc elle est auteure Meissa Bey et elle est écrivain et elle a écrit un livre, un roman qui s'appelle Hizia, simplement. Ce qu'elle a fait Meissa, c'est qu'elle a mis c'est une fiction. Tout le poème, en fait, toute l'histoire, toute cette histoire, c'est entre du réel et de la fiction. C'est de la réalité, c'est des faits qui ont eu lieu et de la légende. Parce qu'il reste beaucoup de choses encore à découvrir sur Hizia et Saïd. Elle a mis le côté, on va dire, toute la sensualité, tout l'amour que pouvait porter Hizia en avant. Elle a mis le courage aussi de Saïd, qui était un cavalier, puisqu'il a défié toute une communauté. Il a voulu se marier avec Hizia, il s'est marié avec elle, ça n'a pas duré, mais il s'est quand même marié avec elle. Et pour se consoler, et il le dit dans les premiers vers du poème, il le dit: consolez-moi mes amis. Il a cherché par tous les moyens à se consoler. Il y a quelques années, au moment de la sortie du livre de Zahari Labtar, dans l'assistance, lors d'une conférence, qui s'est présenté comme un descendant de Saïd. Et il a dit qu'il était en fait l'arrière-petit-fils de Saïd, que finalement Saïd n'est pas mort dans l'errance. Quand Hizia, après le poème, la composition du poème de Ben Kitoun, Saïd serait parti errer dans le désert, comme Majnun Layla, comme tous ces grands amoureux de l'histoire que l'on connaît. Il serait mort. Et en tout cas, sa trace aurait disparu. Lui dit non, que finalement, il s'est remarié une première fois grâce à sa mère, et puis une deuxième fois avec sa grand-mère à lui, qui s'appelle Baya. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On n'en sait rien. Très bien, merci beaucoup Samira pour ce beau voyage chargé en émotions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, de nous avoir emmenés en ce voyage au 19e siècle pour découvrir ou redécouvrir et avec plus de détails donc l'histoire de Hizia et Saïd. Voilà. Merci beaucoup Samira. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, avec une autre station tout aussi jolie, tout aussi magnifique. Beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Samira. Et on continue. Et on va aller du côté du sud, Tassili Nadir particulièrement, à travers ces belles images.
Le plateau, cette fois-ci, nous allons non pas parler de tourisme, mais quand même, on va dire un anneau très important dans la chaîne touristique, notamment l'économie et particulièrement la contrefaçon, puisque c'est un phénomène mondial qui fait des ravages. Nous allons en parler ce matin en compagnie de Monsieur Mohamed Redouane Bzarrouk. Bonjour. Marhaba bik. Alors, vous êtes expert judiciaire auprès des tribunaux. Exact. Voilà. Alors, la contrefaçon, là, vous venez de me donner il y a quelques instants une information quand même qui est assez pertinente, oui. Pertinente, c'est important, n'est-ce pas, par rapport au classement donc, de la contrefaçon comme... comme fléau mondial après le terrorisme. Voilà, c'est ce que je viens de donner, sous une autre forme. Donc, la contrefaçon, donc, c'est simuler ou copier quelque chose à l'identique. C'est-à-dire que ça va du pénal et du civil aussi. Les lois, elles sont là. Des lois algériennes, bien sûr, qui ont été aussi ratifiées par rapport aux conventions internationales, notamment celle de Paris en 1966 et celle de Paris du 22 février 1883, qui protège tout ce qui est droit d'auteur, contrefaçon. Donc, c'est toute une panoplie de lois qui va du droit d'auteur sur les droits voisins aussi, comme on dit ça dans la loi. Voilà. Alors, justement, M. Benzarrouk, est-ce que la contrefaçon, on la trouve dans tous les secteurs, ou est-ce qu'il y a des secteurs quand même qui ont pu être épargnés par ce phénomène? Eh bien, actuellement, si j'ai dit après le terrorisme, c'est qu'on la trouve partout. C'est-à-dire que ça va de l'œuvre musicale jusqu'à des secteurs qui sont industrialisés et numérisés. Vous allez trouver tout ce qui est jusqu'à la contrefaçon olfactive, c'est-à-dire tout ce qui est parfum, goût agroalimentaire. Donc il y a tout un secteur, mais alors ça va de tout. C'est-à-dire que ça touche à tous les secteurs, mais aussi ça fait très mal à l'économie. C'est-à-dire que ça n'encourage pas l'innovation et beaucoup de choses qui vont avec ça. On part d'un secteur, surtout que ça touche, c'est le secteur socio-criminologique, où on est tous partants, c'est-à-dire que le consommateur devient un receleur. C'est-à-dire qu'on allant acheter des produits contrefaits ou des produits contrefaisants, où on va s'associer avec les contrefacteurs. Voilà. Alors justement, là, vous avez évoqué un petit peu les retombées de la contrefaçon. Donc les retombées ne sont pas que économiques, mais parfois elles sont carrément dangereuses, mortelles, il faut le dire. Exact. Surtout dans le domaine médical. On a vu des gens jusqu'à provoquer la mort d'homme. Et là, ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que le contrôle, il est un peu complexe. Le contrôle en amont, il est très complexe. Vous avez toute une chaîne logistique qui se crée. Derrière les contrefacteurs créent des chaînes de logistique et ils sont difficilement repérables. Ici en Algérie, on a vu avec la douane, on a beaucoup travaillé et on a fait beaucoup de travail. C'est-à-dire que pour la détection des produits contrefaits, c'est tout un système qui se met en place où tous les gens qui ont l'exclusivité, où ils ont ce qu'on appelle le droit d'auteur, ils sont enregistrés à l'INAPI, peuvent engager des poursuites ou se protéger en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas jusqu'à attendre que la marchandise rentre pour qu'on puisse détecter. Parce que là, il y a tout un système qui se fait et c'est assez complexe, je dis bien. Et particulièrement tout ce qui est cosmétique, je reviens au médical et beaucoup de choses, même le matériel médical aussi. J'ai eu à expertiser au niveau des ports, des aéroports, du matériel qui est destiné pour faire, par exemple, la cryogénie, qui est un peu à la mode pour diminuer les graisses et tout, alors que c'était des produits contrefaits. Voilà. Alors justement, vous êtes expert et vous participez donc à toutes ces expertises pour connaître donc les produits contrefaits. Alors, on a dit que tous les secteurs ne sont malheureusement pas épargnés par la contrefaçon, mais y aurait-il des secteurs là où la contrefaçon fait plus de ravages que d'autres secteurs? Oui, je sais pas. Alors là, c'est toute une panoplie. Je ne vais pas tout citer, mais c'est peut-être les plus les plus récentes. Par exemple, les plus un peu qui sont récents, c'est sur le domaine numérique. Par exemple, les logiciels. On a fait des copies de logiciels de grandes marques qui coûtent extrêmement cher. Ça va de 200 000 € jusqu'à le million d'euros.
en une seule importation. C'est-à-dire que ce sont de fausses déclarations et des logiciels qui n'existent pas. C'est-à-dire que vous prenez ou bien un CD ou un support ou une licence qui est inexistante. Et c'est des transferts, surtout le transfert des devises, qui sont... Bon, il y a tout un système au niveau judiciaire qui se met en place pour combattre ce fléau, mais vous avez aussi des machines contrefaites. Par exemple, ça va des machines de confection, on fait des logos de marque, et là, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que dans la loi, il y a un vide juridique, et vous ne pouvez pas intervenir et dire que voilà, parce que vous avez acheté ça, parce que vous allez faire des produits contrefaits, et c'est tout un système qui se met en place. Donc, généralement, la douane, ils ont des lois et des règlements où ils peuvent intervenir à tout moment. Il suffit qu'il y ait le doute, simplement. Ce sont des règlements. Et c'est là où l'expert intervient. Pour éclaircir, bien sûr, éclaircir sur le plan technique seulement. Et juste après, il y a soit poursuite. Alors, vous avez deux volets. Ou bien ça va vers le pénal, ou bien vers le civil. Et là, il y a tout un enjeu. Maintenant, il y a d'autres produits aussi. Les gens qui imitent des marques. On voit, par exemple... qui sont plus ou moins officiels. Par exemple, vous allez... le secteur du parfum, par exemple. Vous allez dans des rues, vous allez voir des magasins qui vendent des parfums, mais qui sont contrefaits, mais ils sont officiels. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts et on vous dit, voilà, tel parfum, c'est X numéro 5. Voilà. Mais alors que d'autres qui sont installés officiellement, ils le vendent et ça n'a rien à voir. Mais nous, oui, bien sûr, mais nous, on devient, j'ai dit au début qu'on devient receleur parce que on va acheter chez ce gars-là parce que ça coûte moins cher et tout, mais c'est pas les mêmes essences. Si vous mettez un parfum dans l'heure qui suit, il va disparaître, c'est-à-dire que vous n'aurez plus... Après, si juste il disparaît, c'est pas un problème, mais s'il y a après des réactions allergiques, oui, beaucoup de choses. Là, ça devient un peu plus dangereux. Mais c'est là le contrôle. Où est le contrôle? C'est-à-dire qu'il y a un contrôle quand même sanitaire qui se fait, mais tout ça, je ne vais pas l'étaler parce que j'ai dit c'est très complexe. Mais je vous dis d'une manière générale pour que le grand public puisse se rendre compte. Maintenant, il y a l'autre côté aussi, la mécanique, par exemple. Vous allez trouver, je ne sais pas, je prends une plaquette de frein d'une automobile. Ah là, ça risque d'être mortel, par contre. Oui, ça risque mortel à une certaine vitesse. Vous avez besoin, on parle d'efficacité des freins. Donc, ça freine, ça décale 40 km/h, 60 jusqu'à 60. Vous avez un bon frein. Mais quand vous faites du 100 km/h jusqu'à 120 km autorisé sur des autoroutes, et un jour, vous sollicitez vos freins et que ça ne donne pas, là, c'est aussi très complexe. C'est ce qu'on est en train de voir sur la photo? Non Non, donc ça c'est une pièce contrefaite que j'ai pu avoir à examiner parmi tant de stocks. Donc c'est la copie à l'identique, c'est-à-dire qu'on est dans un cas de servile, ce qu'on appelle. Donc ici, ça s'est passé à la douane, et ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres que vous pouvez... Il y avait d'ailleurs, pendant que vous parliez, il y avait des photos qui défilaient, donc j'imagine que vous avez des mécanismes spécifiques sur lesquels donc, vous vous basez pour connaître le contrefait de l'original. Et ce n'est pas évident, parce qu'il faut collaborer avec les constructeurs. Oui, c'est très bien fait, d'ailleurs ça va avant d'ailleurs. Ici, vous avez par exemple des microprocesseurs qui ont été copiés. C'est de vieux microprocesseurs. On les a fait passer aussi des clés. Là, c'est des barrettes de mémoire. Mais là, attention, quand vous voyez ça, mais il faut voir la perte d'argent aussi que l'État débourse. C'est-à-dire que c'est des transferts d'argent qui, j'ai dit, ça va de 100 000 euros jusqu'au million d'euros et un peu plus. Mais multiplier ça par X, là, par exemple... Vous avez le problème de sécurité. J'ai vu, si on peut laisser l'image du boîtier secteur d'un smartphone qui sont très connus. Donc, vous voyez, c'est identique, mais ce n'est pas les mêmes parce que celui de gauche, c'est l'original, celui de droite, il est contrefait et il y a des composants qui manquent qui sont plus spécifiques pour tout ce qui est sécurité. On a vu des gens laisser leur portable se charger, après ça prend feu, par exemple. Voilà, et vous avez un exemple très concret, et ça c'est importé, et c'est en Algérie. Tout ça, c'est ce qu'on a pu avoir au niveau des douanes, au niveau des contrôles, même dans les expertises judiciaires. Et là, ça a trait à la sécurité des personnes.
Et vous ne pouvez pas jouer avec ça. Effectivement. Là, je passe parce que c'est très complexe, les gens vendent, mais ça ne va pas être vendu sur le site, c'est pour tout ce qui est transfert d'argent. Alors là, si vous allez voir, alors là aussi, les copies, par exemple, ici, vous voyez, on a importé un logiciel et il y a une pierre dans le carton pour faire semblant qu'il y ait un poids, un exemple. Et le CD est vierge, il n'y a pas de logiciel. Et je me rappelle, cette valeur, c'était presque dans les 10 000 $. Voilà, exactement. Donc, les 10 000 $ rentrent à l'étranger, vous les empochez, vous avez la contrepartie en dinars et vous avez 0 dinar ici pour l'Algérie. Alors justement, tous ces produits contrefaits, quelle est après leur destination? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces produits? On les jette. Parce que ce qui nous intéresse, c'est... On ne sait pas, c'est un point d'interrogation. Bon, au niveau des douanes, quand on a des produits, on les détruit. Il y a plusieurs. Il y a la saisie, la destruction, la vente aux enchères. Maintenant, quand il y a un produit contrefait, vous n'avez rien en main. Donc, vous jetez dans la poubelle. Ici, c'est une marque. Alors, les copies, c'est avec les droits d'auteur, tout ce qui est marque aussi. Voilà, par exemple, ici, si vous revenez à la première image, vous allez voir dans un étalage des produits qui sont vendus, mais entre-temps, on glisse les contre. Là, vous ne voyez rien, c'est tous les mêmes. Regardez les couleurs. Alors, à la première impression d'un consommateur, un acheteur, au visuel, il ne pourra jamais détecter où sont les produits. Jamais, finalement, voilà. Donc, il faut vraiment aller et être connaisseur. Maintenant, la loi, elle protège parce qu'on se base sur des consommateurs qui ne sont pas connaisseurs. C'est avec ça qu'on dit que voilà, ça peut tromper. Ce n'est qu'un exemple, voilà, mais c'est un peu très complexe aussi. Alors justement, c'est parce que c'est très complexe et que ça prend de l'ampleur, et vous l'avez dit, donc c'est le deuxième phénomène après le terrorisme, donc on voit qu'il prend beaucoup d'ampleur. Donc très bientôt un séminaire dans ce sens, encore une fois. Oui, alors le 2 avec le World Trade Center, donc j'invite tous les pouvoirs publics s'ils veulent, c'est très intéressant, particulièrement les autorités judiciaires, douanières, le ministère du Commerce et particulièrement le ministère de l'Industrie aussi, c'est très très important. C'est toute la chaîne finalement. Oui, parce que il faut qu'il y ait une coordination pour combattre ce fléau. Et c'est pas encore, bon, c'est au niveau mondial aussi, c'est pas l'Algérie. Voilà, c'est au niveau mondial. Mais tout, c'est des millions et des millions de dollars qui partent par exemple à l'économie et il y a tout un mécanisme, mais bon, on se protège, on limite les dégâts. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour ce séminaire. Donc on sait que le combat et la lutte, elles sont plutôt assez... c'est préventif voilà. aussi. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Donc je rappelle, M. Mohamed Redouane Benzerouk, vous êtes expert judiciaire auprès des tribunaux. Donc très bientôt un séminaire sur la contrefaçon. C'est sur Internet, c'est en ligne que ça va se passer? Non, c'est directement en présentiel. C'est au CIC. Alors le 2, voilà. Le 2, Inch'Allah, le 2 juin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, on vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. On se retrouve dans un petit moment pour retrouver Massilias Farhani. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Et ça sera un voyage dans le temps que Massilias Farhani nous propose ce matin. Bonjour Massilias. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors Massilias, j'ai posé la question. Je dis les compositions, c'est pour bientôt. Il me dit ouais, ici, il reste encore une semaine de repos. Je dis bon, révision Massilias. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, ça va être un beau voyage que tu nous proposes comme à chaque fois. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution. Mais d'abord, il faut placer un petit peu le contexte. Donc il faut savoir que la vie est apparue il y a environ 3,8 milliards d'années. Et durant cette époque, on a eu droit à plusieurs sortes d'espèces, animales et végétales. Donc, au début, les êtres vivants
ils vivaient que dans les océans et c'était tous des êtres unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule. Alors Massilias, juste pour bien situer, donc la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années environ, près, oui. mais la Terre est apparue bien avant. Bien avant, Voilà. donc environ 1 milliard d'années avant, 4,5 ou 4,6 milliards d'années avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart étaient des êtres unicellulaires, mais donc, quelques millions d'années plus tard, les êtres pluricellulaires, c'est-à-dire composés de plusieurs cellules, sont apparus. Donc ces êtres pluricellulaires sont les ancêtres de tous les animaux, de tous les êtres vivants qu'on connaît aujourd'hui. Et on va commencer avec les végétaux. Donc l'évolution végétale elle est plutôt simple, vu que au début, il n'y avait que des algues marines, donc c'était les premières plantes. Et puis lorsqu'ils ont colonisé, on va dire, la surface terrestre, il y a eu plusieurs espèces qui ont évolué pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui. On note les fougères qui sont les plus vieilles, qui existent toujours aujourd'hui. Et on note aussi les plantes à fleurs. On note aussi les plantes à fleurs qui sont apparues environ au Crétacé. Donc voilà ce qui en est de l'évolution végétale. C'est un peu facile vu que en tout cas c'est moins compliqué que l'évolution animale, vous allez voir. Donc l'évolution animale, donc tous les animaux descendent aussi de ces êtres pluricellulaires, tout comme les végétaux. Donc ces animaux ont commencé à vivre tout comme les végétaux encore dans l'océan. Donc après l'évolution, on a connu les poissons d'abord sans mâchoire, puis les poissons à mâchoire, puis l'apparition des grands prédateurs, les requins et tout, donc ce qu'on connaît aujourd'hui, et aussi leurs ancêtres, comme un exemple le mégalodon, avec ses 18 mètres de long quand même. Mégalodon, oui. L'ancêtre du requin. Oui. Donc, ensuite, les animaux ont commencé à proliférer sur Terre. C'était des poissons avant, et ils ont commencé, vu que l'oxygène a commencé à se développer aussi sur Terre, ils ont commencé à y habiter. Donc, leurs nageoires se sont transformées en pattes. Leur peau déjà écailleuse s'est endurcie. Et ils ont formé l'espèce des amphibiens et l'espèce des reptiles. Donc l'espèce des amphibiens, c'est tout comme les végétaux, c'est simple, ils ont évolué encore jusqu'à atteindre le stade d'aujourd'hui, comme on connaît la grenouille, le crapaud, la salamandre, etc. Sauf que du côté des reptiles, c'est un peu plus compliqué. Vu que ils se sont divisés au bout d'un moment en plusieurs espèces. On a déjà l'espèce des mammifères qui descendent des reptiles. On a aussi l'espèce des dinosaures qui ont donné ensuite naissance aux oiseaux. Et on a aussi les autres espèces de reptiles qui ont donné les reptiles qu'on connaît aujourd'hui, les crocodiles, les lézards, les serpents et les tortues. Donc voilà ce qu'il y en est pour les reptiles. On a également, donc maintenant on va s'intéresser à la branche des mammifères. Donc les mammifères, durant le règne des dinosaures, ils étaient minoritaires. Les plus grands avaient la taille d'un chien, un maximum. Ils étaient dominés, mais lors de la disparition des dinosaures, ils ont pris la relève. C'était l'âge d'or. Oui, c'était l'âge d'or des mammifères. Et durant une période, tout comme les reptiles avant eux, ils sont subdivisés en plusieurs espèces. On note par exemple, donc ce sont juste des exemples, on a les cétacés qui, eux, sont retournés dans l'eau, comme les dauphins et les baleines. Et d'ailleurs, pour mieux s'adapter, ils ont développé des oreilles internes et non pas externes comme la plupart des autres mammifères. Ils ont perdu leurs poils et leurs pattes se sont transformées en sorte de nageoires, mais ça reste toujours des pattes. C'est considéré comme des pattes puisqu'ils ont les mêmes os. Donc, on a aussi l'espèce des félins, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, les chats, les tigres et les lions. L'espèce des canidés, comme le loup et le chien. Aussi, un autre exemple, l'espèce des ongulés, comme les cerfs, tous les autres antilopes. Et on note généralement une espèce qui a su montrer, on va dire, sa domination par rapport aux autres, par le fait de son intelligence, c'est les primates. Les primates, ils sont considérés comme faisant partie des animaux les plus intelligents. Et donc, encore comme les autres mammifères et comme les reptiles, ils se sont subdivisés en plusieurs classes. Donc c'est ça l'évolution finalement, c'est les changements, c'est l'adaptation à l'environnement. Voilà, c'est l'adaptation à l'environnement, exactement. Donc ils se sont divisés et tout.
mais nous, la branche qui nous intéresse est la branche des hominidés, à ne pas confondre avec celle des hommes. Donc on verra plus tard. Donc la branche des hominidés est composée de 5 ou 4 espèces. Donc on a l'homme, le gorille, le chimpanzé ou le bonobo et l'orang-outan. Et les scientifiques, ils hésitent à mettre le gibbon ou le singe hurleur dans cette classification. Voilà. Donc, si on visualise bien ces 5 animaux, leur similitude, c'est qu'ils n'ont pas de queue. Et contrairement à la plupart des autres primates et animaux en général, ça les rend spéciaux. C'est ce qui fait qu'ils sont dans une branche à part entière. Une autre spécificité qui ne se voit pas, c'est leur intelligence. Il faut savoir que ces 4 ou 5 espèces sont les premières espèces à avoir utilisé des outils. Et je ne parle pas que de l'homme, on a observé des orang-outans utiliser des feuilles comme des parapluies. Donc maintenant, on va s'intéresser... Ils ont même utilisé des petites branches comme ça pour aspirer, par exemple, des petits insectes. Et... Donc l'intelligence, elle est plus développée chez ces 5 primates. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'évolution humaine. Donc elle est plutôt compliquée vu que c'est plusieurs espèces. On a aussi question de cousins, d'ancêtres et tout. Un exemple, l'Australopithèque. On a pendant longtemps cru que l'Australopithèque était un ancêtre de l'homme. Et pourtant, il n'en est rien vu que c'est un cousin. Donc Lucie, qui est l'Australopithèque la plus connue, n'est pas notre ancêtre, mais une cousine. Effectivement. Donc, on remonte, l'ancêtre le plus ancien qui a été découvert de l'homme date de 7 millions d'années, a été découvert au Tchad, c'est l'homme de Touman. Ce n'est pas encore un homme, mais c'est l'ancêtre de l'homme. Mais le premier homme est apparu il y a environ 2,5 millions d'années. Il s'agit de l'Homo habilis. Donc il est apparu dans 2 endroits. À l'est, en Éthiopie, on a découvert un Homo habilis qui date de 2,5 millions d'années. Et au nord, en Algérie, on en a déjà parlé d'ailleurs à Steve, au niveau du site de Ain Lahnesh et de Ain Bouchret, on a découvert des outils d'Homo habilis qui datent de 2,4 millions d'années. Donc 100 000 ans de différence, mais ça reste la même espèce. Donc avant, on croyait que le seul berceau de l'humanité était l'Afrique de l'Est, et bien finalement, c'est l'Afrique de l'Est et du Nord. Donc, après l'Homo habilis, on a l'Homo... juste avant, j'aimerais parler de la signification du mot Homo habilis. Ça signifie l'homme habile, vu que c'est le premier être vivant en général qui a utilisé des outils d'une manière intelligente et développée. Donc après l'Homo habilis, on a l'Homo erectus. Il a 3 particularités, cet Homo erectus. C'est que c'est le premier à avoir dompté le feu. C'est le premier à avoir voyagé en dehors de l'Afrique. Donc il s'est rendu notamment au Moyen-Orient et en Europe du Sud. Et c'est aussi le premier homme à avoir développé un langage. Donc on en a déjà parlé. Donc un langage spécifique, puisqu'on peut aussi discuter d'autres langages. Donc on a aussi l'homme de Néandertal, qui est l'un de nos ancêtres notre ancêtre le plus récent. Donc l'homme de Néandertal, il est connu pour avoir voyagé non seulement au nord de l'Europe, au nord de l'Asie et en Asie centrale, mais aussi en Amérique. Donc quand on regarde une carte géographique, ça semble impossible vu que l'Amérique et la Russie sont séparées par une mer, donc